Donc Laetitia, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Bon, on se connaît déjà un peu, mais je voulais que tu viennes nous exposer euh, ton expérience, ta philosophie euh, avec le chamanisme, avec le côté thérapeutique aussi. Et qu'est-ce que ça t'a amené dans justement le côté thérapeutique, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es sophrologue, hypnothérapeute, et en même temps tu te sers du chamanisme, ou en tout cas il est jamais bien loin, pour peut-être des soins ou autre. Et ça serait bien qu'on développe. Et si tu veux bien aussi te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, puis nous expliquer comment tu es arrivé au chamanisme. Ok, donc Laetitia, alors effectivement, comme tu l'as dit, à l'heure actuelle, le métier que j'exerce, c'est celui de sophrologue, hypnothérapeute. J'enseigne aussi la méditation de pleine conscience et puis je suis aussi danse thérapeute. Ça, c'est pour la partie thérapeutique, on va dire. Et mon premier parcours de vie a été assez classique, hein. J'avais un métier avant dans un bureau, dans le marketing. Et à un moment donné, j'ai été confrontée à la maladie. Donc c'était en 2012 où j'ai eu un lymphome, un cancer du sang. Et ça a été un très gros bouleversement de vie. Il y a eu bien entendu les traitements, il y a eu des choses très très difficiles durant les traitements. Il y a eu toute la reconstruction derrière et en fait, pendant les traitements, j'ai eu à un moment donné ce qu'on appelle un choc septique. Je me suis retrouvée donc aux soins intensifs. Je n'avais pas de défense immunitaire à ce moment-là, donc j'étais très vulnérable. Et j'ai passé plusieurs jours comme ça en soins intensifs, trois au total, complètement consciente, mais entre la vie et la mort, il y avait quelque chose de l'ordre du réflexe de la survie dans ce que j'ai vécu pendant ces 3 jours, à savoir que je n'allais pas dans le sommeil et j'avais constamment les yeux ouverts. Après, j'imagine que par moments, je me suis peut-être un peu endormie sans trop m'en rendre compte. Et quand je suis enfin sortie des soins intensifs pour aller rejoindre un service à l'hôpital juste à côté, plus classique, on va dire, et bien au moment de monter dans l'ambulance, moi j'ai tout vécu de manière allongée, hein, du début à la fin. Et donc j'étais sur le brancard et les brancardiers me parlaient. Et moi j'entendais pas grand-chose de ce qu'ils me disaient. Tout ce que je me souviens, c'est que le ciel était incroyablement bleu. Il n'y avait pas de nuages, rien, ce qui est assez rare en Normandie, parce que j'étais très soignée là-bas. Et j'ai ressenti à ce moment-là une espèce d'extase. Je pense qu'on peut mettre ces mots-là. En fait, c'est vraiment une sensation extatique, assez difficile à décrire, comme une connexion avec tout, quoi, avec le grand tout. Donc il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé à ce moment-là. Et je dis souvent avec amusement que j'ai à cet instant-là pris mon deuxième premier souffle de vie, hein, donc où j'ai eu comme ça cette respiration et comme si je revenais à la vie. Et ensuite, voilà, j'ai poursuivi les traitements, j'ai eu encore plusieurs cures de chimiothérapie derrière, ça a été très difficile. Et, euh, et du coup, après les traitements, une fois que tout était terminé et qu'on m'avait annoncé eh bien que c'était bon, voilà, que pour l'instant ça allait en tout cas. J'étais pas encore guérie, mais ça allait. Euh, cette envie, en fait, c'est beaucoup de questionnements qui sont venus en masse. Déjà enfant, je m'intéressais beaucoup à la spiritualité, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie et pourquoi est-ce qu'on était là et qui nous avait créés et ce genre de choses. Et là, ça a accéléré en fait, on va dire, cette recherche et cette quête. Et je me suis donc intéressée à tout un tas de choses, on va dire, peut-être moins terre à terre que celles auxquelles j'étais quand même un peu habituée. Ce qu'on pourrait appeler des médecines complémentaires. J'ai aussi fait appel à des médiums, à tout un tas de personnes avec des spécialités différentes parce que j'avais en fait besoin de savoir pourquoi est-ce que je n'étais pas morte en fait. Pourquoi est-ce que
quand j'ai eu ce choc septique, alors que j'avais vraiment pas de défense immunitaire, ce qui faisait que j'avais quand même très peu de chances de rester en vie. Pourtant, j'étais toujours là. Et qu'est-ce que j'avais à faire et voilà. Donc c'est ce qui fait que j'ai énormément exploré. Et puis explorer aussi pour ma propre reconstruction, en fait, hein, pour ma propre guérison. J'ai repris le travail, toujours au bureau. Et en parallèle, je me suis, voilà, comme je te disais, intéressée aux médecines ayurvédiques. Je me suis mise encore davantage à la méditation. J'ai suivi des programmes de méditation. Et j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée à l'hôpital à Paris par un médecin anesthésiste qui était à la retraite. Et ce sont des sessions qu'on m'a proposées d'auto-hypnose. Et donc, ce médecin anesthésiste m'accompagnait de cette manière, c'est-à-dire qu'en fait, il m'a transmis les outils de l'auto-hypnose. Donc, c'est quelque chose qui m'a aussi aidé beaucoup à l'époque et qui m'a aidé aussi avec la méditation parce que je lisais beaucoup de bouquins, on va dire, sur la méditation, mais je ne comprenais pas comment on méditait, il fallait méditer. Donc, le fait d'avoir cette technique d'auto-hypnose ont facilité pour moi la pratique de la méditation de pleine conscience, qui a été un peu ma planche de salut. Et chemin faisant, voilà, ça a été un peu mes premières expériences d'état de conscience modifié, on va dire. La méditation, l'auto-hypnose, qui ont soutenu ma récupération et qui ont soutenu ma reconstruction. Et puis à un moment donné, toujours dans ma quête, je lisais de tout et n'importe quoi, je fouillais Internet, je tombais sur des groupes Facebook assez très perchés, on va pas se mentir. Et donc du coup, je me suis un peu plongée dans tout ce qui était ésotérisme pour comprendre et toujours avec cette curiosité de en quoi croient les gens, est-ce que il y a du vrai derrière ou pas du tout. Et à un moment donné, j'ai posté un petit truc sur Facebook et ça a résonné visiblement chez quelqu'un qui était dans mes contacts, que je connaissais depuis le lycée, mais que j'avais perdu de vue. Et il m'a dit, Laetitia, ça serait bien qu'on parle en privé, parce que je pense qu'on a des trucs à se raconter. Et c'est là que, en fait, j'ai eu, pour la première fois, on m'a parlé de chamanisme. Donc c'était en 2016. Ma première réaction au début, ça a été un peu l'amusement parce que j'avais cette image de personnes qui se regroupent et puis qui tapent sur des tambours et qui font, quand ils prennent des plantes, des bad trips, hein. C'est vraiment l'image que moi j'avais. Lui a su, on va dire, me parler. Et je sais que j'ai un tempérament un peu intellectuel, on va dire. J'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup apprendre. Il m'a conseillé des ouvrages, donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme perspective et manière de voir le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à aller à la pratique. Je suis allée vers la Fondation pour les études chamaniques de Michael Harner. Et j'ai fait comme ça un premier séminaire, la voix du chaman. C'est vraiment le séminaire de base, on va dire, pour voir est-ce que ça me parle ou ça me parle pas. Et ce besoin de vérifier en fait par moi-même. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que, enfin voilà. Donc ça c'est un peu tempérament scientifique aussi peut-être ou journaliste dans l'âme, je sais pas. Et, Voilà, c'était comme ça le début. et on voit bien qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler des synchronicités. On pourrait même dire que finalement il n'y a pas de hasard dans ton chemin de vie. Mm, mm, C'est- exactement. C'est toute une construction qui s'est faite au fur et à mesure et qui s'est faite sur une longue durée, hein. Parce que voilà, c'était 2016, donc c'était déjà 4 ans quand même après avoir été malade. Et puis, premier séminaire, je faisais partie de ces personnes qui étaient extrêmement sceptiques en fait. Et je posais beaucoup de questions. Je demandais, mais comment est-ce qu'on sait que ce que l'on perçoit, ce n'est pas le fruit de notre imagination? Dans quelle mesure ce n'est pas moi qui est voilà, en train d'inventer finalement ce qui vient? Et à la fin du séminaire, il s'est passé un petit truc où en fait on devait noter sur un bout de papier un message, un message. On ne savait pas pour qui ça allait aller. Et ensuite tirer au sort le prénom d'une personne dans la pièce. Et donc quelqu'un a tiré mon prénom au sort, il m'a donné son message. Et le message c'était Laetitia, cesse de cogiter, lâche prise. Et il n'y a que moi qui ai eu ce message dans le groupe, ça fait rire beaucoup de personnes.
moi y compris, et je me suis dit, ah, il y a quelque chose, enfin, ça m'a parlé, quoi. Je me suis dit, oh là, il se passe quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'après, bah, je suis allée à un deuxième séminaire, et puis je trouvais qu'il y avait des choses assez incroyables qui se passaient là aussi, que j'arrivais à percevoir des informations, à capter des informations chez d'autres personnes que je ne connaissais absolument pas. Parce que quand j'y allais seule, hein, j'y allais pas avec des amis, j'étais vraiment seule à cette époque-là dans ma recherche. Autour de moi, personne ne s'intéressait à ça. Et puis après, bah voilà, chemin faisant, un troisième séminaire, un quatrième séminaire, un cinquième séminaire, avec à chaque fois des thématiques différentes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'explorer encore davantage et j'ai postulé pour rentrer dans un programme qui se déroule sur 3 ans, toujours à la Fondation au niveau européen. Donc ça regroupe, on va dire, des apprenants de toute l'Europe. Et je suis rentrée dans ce programme voilà, sur 3 ans, avec des pratiques, on va dire, plus avancées, des initiations plus avancées, en Allemagne. Donc voilà, donc j'ai suivi ce programme, je l'ai terminé au mois de mai. Et en parallèle, évidemment, j'ai continué à beaucoup lire, regarder beaucoup de documentaires, de choses comme ça. Donc d'un côté, j'ai lu tout ce qui pouvait être en relation entre le chamanisme et la thérapie. Donc il y a des ouvrages qui existent sur le sujet. Il y a l'approche chamanique de la thérapie, par exemple, qui est un ouvrage du docteur Chambon et de Liliane van der Velde. Il y a une discussion intéressante entre Laurent Huggelit et toujours docteur Chambon qui s'appelle Le chaman et le psy, donc qui est intéressant à lire également. Il y a aussi Psychothérapie et chamanisme, là aussi, qui est écrit par docteur Chambon. Donc il existe quand même pas mal d'ouvrages où on fait comme ça les ponts entre le chamanisme et la thérapie. Donc ça, je trouvais ça intéressant en fait, parce qu'en parallèle, finalement, il n'y a pas de hasard, comme tu dis, c'est que les premiers séminaires que j'ai fait de la FSS, c'est tombé en même temps que ma reconversion. C'est-à-dire que c'est à l'époque où j'ai décidé de quitter mon ancien emploi parce que je jugeais que voilà, je m'étais suffisamment reconstruite, que ça allait beaucoup mieux, et j'avais envie d'accompagner les autres en fait à mon tour. Et c'est tombé un peu en même temps, en fait, tous ces séminaires. C'est là où j'ai été apprendre la sophrologie pendant plusieurs mois. Je me suis formée ensuite à l'hypnose, à la danse-thérapie, à enseigner la méditation. Enfin voilà, tout est un peu tombé en même temps. Donc ce qui fait que ces lectures étaient très complémentaires. Les deux se complétaient. Voilà. À quel moment tu vois, tu perçois, tu ressens quelque chose j'ai envie de dire, que tu ne maîtrises pas dans le chamanisme? Dans tes formations, à quel moment tu te dis, là, ok, il se passe potentiellement quelque chose que j'ai pas la réponse tout de suite Sur les premiers séminaires, ça a été beaucoup le fait de capter les informations de personnes que je ne connaissais pas. De comprendre aussi la manière de fonctionner de mon décodage à moi qui est très métaphorique et très archétypal, on va dire, probablement parce que j'ai juste un appétit pour tout ce qui est mythologie, pour tout ce qui est symbole, pour tout ce qui est tout ça. Donc ce qui fait que j'avais accès, on va dire, à des mythologies, accès à des symboles, à des choses que moi, en tout cas, je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir étudié une fois dans ma vie. Et donc, ça m'a amené à découvrir beaucoup de choses aussi, à beaucoup chercher voilà, je voyais parfois des créatures apparaître qui étaient des créatures mythologiques. Et puis après, donc oui, on a une petite coupure. Tu disais par rapport à la mythologie, à ces rencontres que tu as pu faire. Du coup, ça a coupé, donc si tu veux bien reprendre. Oui, je disais que donc en plus des informations que je pouvais capter par rapport à d'autres personnes, j'avais aussi accès à des figures mythologiques, à des symboles, des choses comme ça qui n'appartiennent pas à ma culture et et pour lesquelles j'avais rien lu jusque-là. En tout cas, j'ai aucun souvenir conscient parce que peut-être qu'on me dira oui, mais peut-être que tu avais déjà vu ou lu. Je sais pas. Pour moi, non. C'est ça fait partie des choses assez difficiles à expliquer en fait. C'est cet accès à des mythologies et des histoires, des contes
des symboles qui n'appartiennent pas à ma culture et qui étaient de l'ordre un peu comme les rêves. Hein, et parce que je pense il y a ça aussi, c'est que ma conscience fonctionne aussi beaucoup de cette manière, comme c'est quelque chose qui me plaît. Hein, et bien, du coup, le codage et le décodage se passe de cette manière-là. Ma manière à moi de capter l'information passe aussi par beaucoup de symbolique, par beaucoup de figures archétypales, de choses comme ça. Et c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui a participé aussi des informations que je pouvais recevoir par rapport aux personnes avec lesquelles j'étais mise en binôme ou en trio D'accord. quand on faisait des pratiques de groupe. Hein, donc Oui, ça faisait partie de ces choses-là, par exemple. d'accord. Oui, donc ce que tu dis, ces rencontres finalement, ces images ou ces perceptions que tu as de l'ordre mythologique, euh, c'est toujours quand il y a une concentration ou en tout cas une mise en transe ou une connexion. C'est pas, admettons, tu rentres dans la salle, Non, dans une salle et tu as j'ai envie de dire des non. visions, ça n'a rien à voir. C'est C'est ça. vraiment. Non, non, voilà. Moi, on va dire que, je sais pas, je fais partie de ces personnes qui ont un bouton on et off, et Ouais, le on et le off passent avec la modification de l'état de conscience, en d'accord. fait. Et donc, c'est vraiment dans tout ce qui est pratique, on va dire, de voyage chamanique, si on peut l'appeler comme ça, où il y a une intention, et dans ces séminaires, eh bien, on tombe sur, voilà, on se met en binôme ou en trio, et on va aller faire ce qu'on appelle de la divination, par exemple, pour l'autre, sans rien savoir de sa question. Et c'est des tests hein, pour voir est-ce qu'on arrive à capter des informations. Et par exemple, on se met en binôme. La personne ne pose même pas de questions, elle dit rien. Sa question, elle est intérieure. Et nous, on va c'est se mettre en connexion, faire un voyage, aller contacter nos alliés de l'invisible pour nous donner les informations. Et on va amener les réponses à la personne sans connaître la question. Et c'est là où ça m'a un peu ébranlée, parce que j'avais des informations qui étaient très pertinentes, alors que je ne savais même pas quelle était la question de la personne que j'avais en face de moi. Des exemples? C'est très métaphorique. Par exemple, je me souviens d'une personne, sa question intérieure, c'était qu'est-ce qu'elle devait choisir comme chemin au niveau du travail. Et puis moi, voilà, ne connaissant pas sa question, je la voyais à bord d'un avion piloté et je lui ai dit, ben, en fait, tu devrais plutôt aller vers cette direction-là. Et elle, ça lui a parlé. Voilà, c'est des choses très basiques, hein, très très simples. Euh, Plutôt voilà, des. je peux pas expliquer. Enfin si, maintenant moi j'ai un peu une explication, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas une vérité, quoi. C'est ma manière à moi de considérer le monde et d'envisager le monde et la façon que j'ai de considérer la conscience. Pour moi, il y aurait comme une grande conscience qui est le tout, on va dire, et on vit dans cette conscience. Et chaque individu, en quelque sorte, est comme un rayon de cette conscience qui vit des expériences. Dans une perspective chamanique, moi, je rêve que je m'appelle Laetitia. Toi, tu rêves que tu t'appelles Marc. Hein. C'est un peu cette idée-là, qu'en fait, cette grande conscience vit des choses à travers les rôles que l'on peut jouer. euh, dans notre vie, les uns par rapport aux autres, dans les expériences que l'on vit nous-mêmes, les épreuves, les choses comme ça. Donc ça, c'est mon mode d'interprétation. Et donc du coup, puisque c'est une seule et même conscience, on a accès à tout un tas d'informations en fait qui appartient, enfin ces informations qui appartiennent à la conscience, avec un grand C. Et nous serions en quelque sorte des rayons de conscience individualisés avec un ego, donc je suis, et une identité spécifique. Voilà, donc moi, c'est comme ça que j'explique euh, pourquoi est-ce que j'arrive à percevoir les informations chez d'autres personnes sans les connaître. En fait, dès que je passe sur un autre mode qui, je pense, facilite le fait de capter des informations, plus Donc, qu'en état de conscience ordinaire, quoi. oui, donc c'est des briques que tu obtiens finalement. C'est pas, c'est pas comment,
là, tu prends l'exemple du travail, on te suggère de proposer ça à la personne, mais on te dit pas exactement ce qui va se passer. Enfin, c'est pas dans le sens. Ce sont plutôt des briques d'informations que tu as et que tu. On va dire par exemple une personne qui aujourd'hui ferait appel à moi parce qu'elle a besoin d'un peu de guidance, par exemple, Ouais. eh bien, je vais lui demander de me faire une liste de questions précises, mais je vais absolument, mais il ne faut pas qu'elle me parle de sa vie du tout. Moi, je veux juste la liste des questions. Et je vais aller chercher les informations disponibles par rapport à ces questions. Donc à l'instant T, au moment où elle me demande, des informations qui sont disponibles à ce moment-là. Moi, ma perception des choses, c'est je m'adresse toujours à l'âme de la personne et je dis toujours, voilà, les informations dont X a besoin aujourd'hui, eh bien, si tu peux fournir-les-moi, ça va l'aider. Et voilà. Et donc, ce qui veut dire que peut-être que si la personne me repose les mêmes questions 6 mois après, eh bien, les réponses auront aussi évolué, ou peut-être qu'il y aura des informations supplémentaires. Je me dis toujours que tout est à son juste moment, on va dire, hein, qu'il y a des étapes. Et ces informations, je les capte à travers cet état de conscience modifié. Et qu'est-ce qui fait que toi, en plus avec ton recul, ton côté très terre à terre, aussi c'est le paradoxe chez toi, on en parlera tout à l'heure sur scientifique finalement. Euh, Qu'est-ce qui te dit que ces informations finalement c'est pas de l'intuition, du bon sens, de la bonne analyse, de la bonne psychologie et Ben, que. mais comme tu le dis, justement, comme je suis quelqu'un qui est aussi très terre à terre, j'ai toujours le doute. Après, j'ai appris à vivre avec le doute et à vivre avec ces interrogations-là, à me dire que bah, peut-être qu'effectivement, il y a aussi une part très intuitive, mais d'où vient l'intuition? Là, c'est pareil, on pourrait philosopher Et bien pendant sûr. une éternité. Comment viennent, voilà, est-ce que je capte pas des choses de chez l'autre, des micro éléments? Je sais après, voilà, que à force, enfin, j'ai toujours été très observatrice aussi quand même. Depuis que je suis enfant, j'observe beaucoup les autres, comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est ce qui m'a probablement amené aussi à reprendre des études plus tard, en plus, voilà, de m'intéresser au chamanisme, à faire des études, parce qu'on n'en a pas parlé. Voilà, en ce moment, je suis en master d'anthropologie et technologie, parce que j'ai toujours aussi ce truc d'aller observer les êtres humains et Oui. de comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, je sais qu'il y a déjà quelque chose en moi qui fait que je suis très Qui- observatrice. Mais c'est quelque chose en plus quand même. Oui. C'est au-delà de, pour moi, je sais pas, peut-être du travail d'un mentaliste pourrait faire avec quelqu'un. J'y pensais quand tu disais ça. Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment de la lecture à froid? Est-ce qu'il n'y a pas. Enfin, est-ce que. Mais inconsciemment, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet, ce qu'on appelle un peu de l'entonnoir? La personne te dit ça, et puis bah, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Puis finalement, tu vises au bon endroit, mais sans le vouloir. Sans Après, te. il y a des personnes sans- qui me contactent et que je vais avoir que par mail. Et j'ai juste le nom et ils me donnent la liste des questions. Et puis ensuite, la première fois que je les vois, c'est au moment où on va avoir notre rendez-vous en visio, où je vais donner les informations. Donc ce sont des personnes que j'ai pas vues en fait. Je les ai juste eues à l'écrit. Parfois c'est au téléphone. Donc oui, il peut y avoir aussi des informations un peu dans la voix, on va dire, mais il n'y a pas un rendez-vous préalable en Oui, il n'y a visio, pas de. Bien sûr. voilà, qui me permet aussi de voir la personne, de voir comment elle bouge, comment voilà, j'ai pas tout ça en fait en général, parce que comme je te dis, comme j'ai ce tempérament à beaucoup douter aussi, à être Oui, très c'est cartésienne et ça qui est très intéressant rationnelle, aussi. je préfère toujours avoir le moins d'informations possible de la part de la personne. Donc c'est très important en fait pour moi qu'une personne ne me raconte pas sa vie quoi. Je vais tout de suite la bloquer, la stopper. Je vais lui dire non non mais moi je ne veux pas savoir Oui, ça n'a pas parce que d'intérêt. après j'ai peur on va dire d'y mettre des interprétations, des et ça va pas être aussi efficace que quand que je sais rien en fait à part le nom voilà et même une personne qui je pense qui se présenterait à moi en me mettant un pseudo ça change rien.
Voilà. Et est-ce que tu as déjà reçu des informations, enfin des personnes plutôt, où on te dit, ou en tout cas ce que tu reçois, on te dit non, il faut Oui, arrêter tout de suite, ou bien sûr. c'est... Après, ça m'est, enfin, c'est plus au cours du voyage. Je demande en fait, est-ce qu'il y a encore d'autres informations? Et puis quand ça c'est bloqué. Donc j'insiste pas en fait, je vais pas aller plus loin. Hein, ça sert à rien en fait de forcer les portes. Il y a des personnes que j'ai déjà refusé d'accompagner parce que euh, je, voilà, je le sens pas, T'avais pas de... clairement. Il y a des personnes qui, je pense, présentent aussi des problèmes de psychopathologie. Donc là, Bien c'est sûr. pareil, c'est à moi de dire non, hein, de mettre des stops. Mais comme je le fais en fait finalement dans mon métier, Bah, voilà, autour de de la thérapie. thérapeute, hein. C'est là que c'est Voilà, intéressant, c'est que tu as plusieurs casquettes. Donc ça c'est bien aussi, ça te permet d'avoir aussi un ancrage, hein, j'ai envie de dire. Donc ça c'est c'est... ça. Et puis d'avoir au moins quelques outils pour dire, bon bah là, peut-être cette personne. Et justement, en rentrant un peu dans le vif du sujet, donc là tu nous parles que tu as donc des messages en quelque sorte, comme on disait, peut-être des intuitions, mais même si c'est ça, c'est déjà remarquable, c'est d'où Ouais. viennent-elles? C'est toute la question. Euh, Maintenant, il y a ce côté, en tout cas que moi j'ai, et puis que je pense beaucoup de monde ont aussi, en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est quand on pense au chamanisme, on se dit, alors déjà il y a la transe, donc là pour le coup c'est toi qui vis la transe pour les personnes qui viennent te voir et non le contraire, ou non mutuellement, bien que des Mm. fois ils peuvent Ça la dépend vivre du avec le contexte. tambour aussi. Et il y a aussi l'idée qu'on peut avoir, c'est que bah, le chaman il va visualiser, communiquer, sortir de son corps, peut-être, alors ça c'est mes idées, hein, tu me dis si, et peut-être avoir une conversation avec un sage dans son salon ou dans la nature, limite les yeux ouverts, et comme je te vois là, ou la nuit ou pendant les voyages en transe, visiter d'autres paysages, peut-être, je sais pas, d'autres, pas planètes, mais d'autres. Est-ce que tout ça c'est concret? Est-ce que toi c'est de la façon que tu le vis? Est-ce que tu as... Alors là j'ai posé plein de questions d'un coup, Ouais, mais ouais. qui se Bah, rejoignent. déjà, la base, c'est de se dire qu'il n'existe pas un chamanisme, mais des chamanismes, hein. Donc, c'est une catégorie anthropologique qui sert surtout à des fins d'analyse et de comparaison. Donc, pour pouvoir comparer des sociétés entre elles, des cultures entre elles, des pratiques entre elles. Donc, on a créé une case chamanisme, on l'a appelé comme ça. Euh, mais le mot, lui, vient de Mongolie, vient de toute cette zone-là de l'Asie. Et après, on y a mis tout un tas de traditions différentes du monde entier. Donc, un chamanisme amazonien, un chamanisme de l'Australie, chamanisme de Polynésie, chamanisme du nord de l'Europe. Hein, donc, ça comprend énormément de traditions différentes. Et on va dire que pour pouvoir construire cette catégorie, on a essayé de mettre un socle commun et à partir beaucoup de la figure du chaman, donc c'est-à-dire c'est un spécialiste religieux, il occupe cette fonction, c'est le spécialiste religieux qui va faire le lien entre le visible et l'invisible pour sa communauté. Donc il va faire en sorte en fait d'œuvrer à préserver l'harmonie. Et comme toute société humaine, l'être humain cherche en général des réponses par rapport au malheur. Pourquoi est-ce que je vis un malheur? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et on va, voilà, chaque être humain, chaque communauté va trouver sa réponse. Et le chaman, lui, bah, il est là justement pour faire le lien avec l'invisible, pour remettre de l'harmonie dans le chaos. Hein, c'est-à-dire que quand il y a un malheur, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part qui s'est installé. Quand il y a de la maladie, quand il y a tout ça, quand il n'y a pas assez de pluie, quand eh bien, il n'y a pas assez à manger, qu'il y a pas, le gibier n'est pas là. Enfin, donc le chaman, lui, son rôle, c'est de faire cette intercession entre le visible et l'invisible, parce que on va considérer, en fait, dans ce mode d'appréhension du monde, qu'il y a un lien entre le visible et l'invisible et que, il y a, que
ça se rapproche de l'animisme, que tout est doté en quelque sorte d'un esprit aussi. L'esprit du vent, l'esprit, le soleil, la terre, l'arbre, l'oiseau, l'insecte, et aussi tout un tas de non-humains qui peuplent l'invisible. Et le rôle du chaman, c'est de faire vraiment cette intercession entre les deux. Et donc, il va se retrouver à avoir plusieurs fonctions. Il va avoir la fonction de divination, donc c'est-à-dire, comme ce que je t'expliquais tout à l'heure, on a une question, on va chercher une réponse. Il va aller les chercher auprès de ses aides de l'invisible. Ça peut être une fonction de guérisseur aussi. Donc, il va faire intercession avec l'invisible pour soigner, aider la personne. Et là, ça va varier beaucoup d'une culture à une autre, d'une communauté à une autre. En général, il y a quand même un système de plantes quand même qui existe pour soigner les maladies. Je ne parle pas de plantes de vision, je parle vraiment de la phytothérapie, quoi. On pourrait l'appeler comme ça, hein, d'utiliser des plantes médicinales pour soigner les gens. Et ça peut être aussi, si on estime qu'il y a une possession, eh bien, déposséder la personne. Si elle a perdu un bout de son âme, on va aller lui ramener. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des extractions, des recouvrements. Il va y avoir voilà, tout un tas de fonctions, de conseils, de sages. Nous, occidentaux, on dirait qu'ils ont un peu aussi un rôle de psychothérapeute, mais c'est parce que nous, on a beaucoup voulu faire l'éponge, je pense, entre les pratiques chamaniques et les pratiques de la thérapie. Parce que c'est notre manière aussi à nous d'envisager les choses, le monde. Nous, on pense beaucoup en termes de psychologie, du fonctionnement de l'esprit humain. Donc, on a toute une cartographie par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que même en anthropologie, on s'est beaucoup intéressé pendant toute une époque aux pratiques chamaniques comme des pratiques de guérison et des pratiques de thérapie. Hein, on les a beaucoup considérés comme ça. Au début, c'était pas ça les questionnements. Après, c'est devenu ça. Et maintenant, je trouve que ça s'est un petit peu éloigné. Maintenant, on est plus sur comment dire, les combats des populations autochtones à être reconnues en tant que telles, à avoir des droits, la propriété intellectuelle, entre guillemets, aussi, parce que il y a eu beaucoup de... Comment dire, on s'est beaucoup abreuvé, on va dire, de ces savoirs sans retour, on va dire. Hein. Il y a beaucoup d'exploitation qui s'est faite. Donc maintenant, les questions, elles se posent. Moi, j'ai la sensation plus par rapport à ça, par rapport à toute cette patrimonialisation autour des savoirs chamaniques, etc. Et en matière de droit de ces communautés qui ont su préserver malgré tout quand même assez vivantes ces traditions-là. Et puis chez d'autres populations, c'était des traditions qui se sont complètement perdues avec les religions aussi qui sont passées par là, avec des régimes politiques spécifiques aussi. Donc il y a d'autres régions du monde où c'est plutôt c'est quelque chose qui est revenu, on va dire. Alors pendant un long moment, il n'y avait plus. Donc en fait, c'est en ça que c'est très très variable d'une communauté à une autre, et je dirais qu'il y a presque autant de chamanisme que de chamans. Donc par rapport à moi, c'est par rapport à ce que moi j'ai appris forcément ici. Ma formation est très occidentale, on va dire, très occidentalisée. Moi j'ai grandi, je suis née en France. Après j'ai une double culture qui est franco-espagnole, mais ça reste très européen quand même. Voilà, donc forcément que je ne peux pas me départir de tout ce qui est psychologie, de tout ce qui est fonctionnement de l'esprit humain. Donc du coup, c'est une donnée qui vient aussi, pour moi, qui est importante. Je ne peux pas faire les choses comme le ferait un chaman dans une communauté autochtone en Amazonie ou en Mongolie. J'ai pas du tout la même culture. Bien sûr, et puis dans certaines régions du monde, le côté ritualisé, il est important aussi. Il y a un côté aussi, finalement, et on le retrouve dans beaucoup de thérapies aussi, un côté théâtral qui est de la suggestion aussi, et qui amène aussi une forme certainement de placebo aussi, ne serait-ce qu'avant la transe en soi, comme on le voit aussi nous dans nos cabinets en hypnose
Alors ça, c'est quelque chose qui a été effectivement très étudié, très questionné justement par les anthropologues qui assistaient à ces cérémonies rituelles, etc. Parce que on s'est beaucoup interrogé sur l'efficacité en fait, de pourquoi est-ce que ça marche. Hein, pourquoi est-ce que ça marche et donc du coup, en fait, on va dire que les cérémonies ont cette particularité et cette fonction peut-être de marquer un espace sacré. C'est-à-dire que ça va délimiter l'espace entre le profane et le sacré. Donc à partir du moment où il y a une cérémonie qui est organisée, on est dans un autre espace-temps d'une certaine manière, on est dans le sacré. Donc déjà, ça met déjà une dimension importante par rapport à ça. Et on sait qu'on va vivre un moment non ordinaire. Non, Donc non, déjà, non. forcément que ça induit des choses. Ben, il y a Après, une attente. Enfin, je te coupe, il y a une il y a une attente. attente. L'attente. Et puis aussi, il y a toute la part de mystère qu'il y a derrière. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les personnes qui participent à ces cérémonies ont aussi des doutes, des incertitudes. Et il y a aussi des espaces où on ne sait pas trop en fait ce qui se passe, et c'est ces espaces-là qui vont nous permettre d'aller y mettre notre propre interprétation, de nous permettre d'y plonger nous aussi, et que ça fonctionne aussi sur nous-mêmes. Par exemple, il y a eu des études, pourquoi est-ce que un chaman qui accompagne une personne avec son chant, avec une langue que lui seul ne connaît, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Et donc, il y a des hypothèses qui disent, mais c'est parce que justement la personne ne comprend pas ce que le chaman est en train de dire. Et donc, du coup, ça laisse cette ouverture pour aller contacter en quelque sorte son propre guérisseur intérieur. C'est ce que j'allais Il y dire. a, voilà, L'auto-guérison. exactement. Donc, il y a des deux. Soit on prend les choses d'une perspective complètement, on se dit ça n'existe pas, etc., etc. Il n'y a rien qui se passe de l'autre côté. Et dans ce cas-là, on pourrait dire bah, c'est que de l'autosuggestion et c'est parce que justement la personne ne comprend pas ce que le chaman est en train de raconter qui va laisser cet espace pour qu'elle aille trouver elle-même les ressources en elle et qu'elle se fasse son propre récit intérieur. Et c'est ce qui va l'aider à guérir. Et on pourrait aussi, bien entendu, si on a une plus grande ouverture, dire qu'il y a aussi une action de la part des non-humains, des esprits de l'invisible. Ouais, c'est un peu passionnant, intéressant. Et justement, pour revenir à la question des non-humains, si je reprends tes propos, est-ce que toi, alors toi en tant que Laetitia, avec les canaux que tu as ouverts, est-ce que tu as déjà vu, ou est-ce que c'est le cas souvent, visuellement, par exemple, c'est pas un chaman qui vient te rendre visite, ou alors pendant la transe, ou même au-delà de la transe, est-ce que tu as déjà eu des visions comme ça, ou est-ce que tu as même déjà demandé concrètement que quelqu'un vienne te, je sais pas, dans ton salon comme là, et est-ce que c'est, ou est-ce que ça, il y a un côté Alors, moi, fantasme derrière cette non, vision? non. En fait, je pense qu'on est tous très différents. Moi, j'ai différents moyens d'accès. On va dire que j'ai des nuits très vivantes et je rêve énormément. Donc, des fois, en rigolant, je dis, je suis un peu une praticienne du rêve parce que je reçois beaucoup d'informations en fait dans mes rêves. Donc déjà, ça, c'est un moyen pour moi d'accès avec des visions du futur, avec ce qu'on pourrait appeler voilà, des préconitions, des messages que je reçois. Parfois, je rencontre des personnes que je connais dans mes rêves qui me disent des choses, des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, et puis bah, quand je les recontacte, effectivement, c'est ce qu'elles sont en train de vivre dans leur vie. Donc il y a une forme de connexion aussi qui se fait de cette manière, et dans mes rêves, j'ai déjà été en contact effectivement avec des sages, des enseignants, des choses comme ça qui m'apprennent des choses, et puis dans mes rêves, des fois aussi, je me surprends à faire à apprendre, enfin, à enseigner des choses à d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est un peu dans les deux sens. Après, dans la vie éveillée, entre guillemets,
dans voilà, le rêve de jour, on va dire. Mhm. J'ai plusieurs méthodes, donc j'utilise beaucoup les oracles, les cartes, des choses comme ça c'est un support. Et puis après, il y a tout ce qui est effectivement connexion à travers un état de conscience non ordinaire. Donc, à savoir que la première transe que j'ai vécue, c'était comme avant de commencer le premier séminaire. Donc, c'était en 2016. Il y avait un peu d'attente avant de commencer le premier séminaire. Il a fallu que j'attende 9 mois, mais c'est intéressant comme symbolique. Et donc, du coup, comme je n'avais pas trop envie d'attendre, je m'étais mis des tambours sur les oreilles. Sur YouTube, hein, tout simplement. Et j'ai commencé à sentir comment dire, un mouvement intérieur et j'ai eu la sensation d'être d'abord un serpent. Et ensuite, je suis arrivée dans une autre posture qui était celle d'un félin. Et c'est un peu comme si je voyais aussi ce félin en miroir, je le voyais en face de moi. Et donc ça, c'était ma première expérience, on va dire, d'état de conscience non ordinaire, un peu spécifique. Après, c'était pas hyper développé non plus, mais ça a été ma première expérience. Ensuite, quand il y a eu les premiers séminaires, tout ça, comme je faisais aussi de l'auto-hypnose, ma manière à moi de valider que j'étais dans un état de conscience non ordinaire, c'est d'induire une lévitation du bras. Donc, dès que mon bras était en lévitation, je me disais, c'est bon, je suis dans un état de conscience non ordinaire et ça va. Parce que c'était ma manière à moi de valider. J'avais besoin de ça à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à développer d'autres choses. Et lors d'un séminaire, comment dire, un atelier de tambour, invité par une amie, elle m'avait demandé de faire une pratique différente des autres. C'est-à-dire que les autres, ils allaient tout simplement chercher leur animal de pouvoir voilà, dans le monde d'en bas. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, tiens, moi ce que je te propose, c'est de faire un remembrement. Un démembrement, en fait, c'est une pratique où on demande aux non-humains de nous démembrer à leur manière, en fait. Hein. C'est une pratique d'humilité, c'est une pratique où, en quelque sorte, on dit, ben, je m'en remets à. C'est une façon de s'enlever toutes les couches, en quelque sorte, qu'on a pu accumuler, ou vraiment pour être qu'un pur esprit, et c'est vraiment une pratique d'humilité. Voilà, c'est vraiment la base. Et les démembrements, remembrements, c'est aussi symboliquement, on va dire, une forme de mort et de renaissance. C'est-à-dire que quelque chose est détruit, réduit en cendres, en poussière, en feu, en petits morceaux. Et ensuite, on demande aux esprits de nous remembrer et pour revenir. Et donc, en général, on revient avec quelque chose de nouveau, quelque chose en plus. Et pendant cette pratique-là, je suis rentrée dans une très, très forte transe avec les tremblements de la tête, après c'était les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes, etc. jusqu'aux pieds. Et ça a été très très intense. C'est-à-dire que je m'accrochais à mon tapis de yoga un peu bêtement, comme si j'allais m'envoler. Et à la fois, en même temps que se passait tout ça, à l'intérieur de mon voyage, j'étais projetée d'un endroit à l'autre. Ça m'a fait passer par les peurs, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir tellement j'étais sonnée. Je ne sais pas comment étaient les ondes de la tête, mais ça devait être ça devait être intéressant. Le cœur, enfin bref. Et c'est là où j'ai demandé donc à mon amie si elle connaissait un endroit où je pourrais me former à maîtriser en fait ces états de transe. Et c'est surtout que c'est arrivé au bout de, je sais pas, au moins 4 ans d'exploration. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été immédiat. Hein. Et donc du coup, c'est comme ça que moi je me suis retrouvée à apprendre la transe en auto-induction avec Corinne Sombrin. Et c'est ce qui est venu en fait nourrir encore davantage ma pratique chamanique. Ça a développé un autre canal pour moi de réception qui est le mouvement. C'est-à-dire que jusque-là, quand je faisais un voyage chamanique, c'était beaucoup par la vue parce que moi, je n'entends pas, voilà. Donc, et avec cette transe qui est beaucoup plus en mouvement, ça a décuplé quelque chose en moi et qui fait que maintenant je capte aussi les mouvements, enfin des messages à travers les mouvements. Un peu comme si mes mains avaient un langage, comme on pourrait avoir par exemple pour les langages de sourds-muets. Et bien voilà, mes mains me disent des choses, mon corps me dit des choses, me transmet des informations, et donc ça c'est encore un autre moyen pour moi de capter et de pouvoir transmettre des informations. Comme si tu avais ajouté un élément. Exactement, un canal supplémentaire de réception.
Et après, eh bien, évidemment que ce soit dans les voyages chamaniques ou que ce soit dans ces états de transe beaucoup plus importants, il y a cette sensation d'être incorporé par une énergie, d'être incorporé par un esprit, un animal. Il y a dans toutes les explorations que j'ai pu faire avec la fondation, il y a effectivement le fait de demander à parler avec un chaman. Ça fait partie des voyages qu'on peut faire, où effectivement on est en contact. Et c'est rigolo. Après, je me dis, je peux raconter. Je pense que Romuald m'en voudra pas trop. Romuald Le Terrier. Eh bien, un voyage, une fois, j'ai eu la sensation d'être connectée au chaman qu'il avait connu, lui, qui s'appelle Ernesto. Et c'est un chaman, on va dire, auquel j'avais déjà un peu été connectée d'une manière autre via, en fait, Romuald, une interview qu'il avait donnée. Et ça m'avait beaucoup parlé quand il retranscrivait les paroles d'Ernesto. Euh, et là, eh ben, voilà, je suis allée rencontrer Ernesto dans la forêt. Et il y avait des éléments très spécifiques autour de Ernesto. Et après, j'ai parlé avec Romuald et je lui ai dit, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et pour Romuald, il n'y avait pas d'autre, c'était Ernesto. Parce que j'ai capté des choses qui étaient de Ernesto. Donc là, tu Voilà. étais en transe, là. Tu n'étais pas pendant les rêves, hein. C'était là. Non, là, j'étais dans un rêve éveillé, si on pourrait Oui, dire. enfin, en C'est-à-dire transe. que volontairement, je vais à la Oui, oui, rencontre, mais c'était pas pendant les de rêves. l'esprit. C'était la Non, journée, enfin, c'était voilà. un état C'était pas le modifié. rêve, voilà. C'était pas le rêve de nuit, c'est le rêve éveillé. Moi, j'appelle ça comme ça, le rêve de Ouais. jour. Et donc, du coup, j'ai été en contact avec Ernesto, qui est un chaman qui est décédé depuis pas mal de temps. Euh, donc, oui, on demande en fait, on apprend en fait à fusionner, défusionner. C'est-à-dire qu'on pose une intention à partir du moment où, en fait, qu'est-ce qu'on fait au début? La base, c'est d'aller se rendre dans les mondes non ordinaires, les mondes invisibles, pour faire notre cartographie. Un peu comme un explorateur, il dessine sa carte au fur et à mesure. Là, il y a une montagne, un arbre, ici, c'est là où on fait tel truc, machin. Ici, c'est là où je vais trouver tel allié spécialisé, animal du pouvoir, etc., etc. Une fois qu'on a constitué, on va dire, cette équipe et qu'on connaît un peu ces mondes-là, eh bien, on va pouvoir aussi demander à notre allié principal, allié de pouvoir, on va lui dire, est-ce que tu peux m'incorporer? Et donc, on va faire de l'adorcisme. On va volontairement se laisser posséder par un esprit pour plein de raisons différentes. Voilà, il y a toujours des intentions. De la même manière qu'on peut demander à un chaman qui est de l'autre côté, qui est mort depuis un moment, de nous incorporer pour pouvoir voir à travers ses yeux, par exemple. Comme on pourrait demander à voir à travers les yeux d'un animal. Et tout ça, évidemment, on ne fait pas juste pour le tourisme. À chaque fois, il y a toujours une intention derrière. Mais ça, c'est quand on commence à vraiment rentrer dans les pratiques beaucoup plus avancées, j'ai envie de dire, que la simple exploration au démarrage de c'est quoi mon animal de pouvoir, mon allié spirituel, etc. Ça, c'est vraiment le tout début, on va dire. Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir des rencontres négatives? Qu'est-ce qui fait que Oui, tu leur donnes confiance? bien sûr, donc c'est en ça que c'est important de bien développer d'abord la relation avec ses alliés, on va dire, de leur visible. On va dire que dans la cartographie de la fondation voilà, de Michael Harner, parce que voilà, comme je dis toujours, d'une communauté à l'autre, la vision du monde est différente, mais on va dire que si on prend cette cartographie-là, il existe trois mondes, il y a le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Monde d'en bas, le monde d'en haut, c'est là où on va trouver les esprits alliés. Monde d'en bas et d'en haut, on considère que ce sont des espaces atemporels où il n'y a pas de voilà, espace soumis au temps ni à l'espace géographique. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel nous on interagit, donc il y a la face visible et invisible. Et dans la face invisible, eh bien, il y a les esprits de la nature, au même titre que nous, les êtres humains, sommes des esprits de la nature. Donc il y a la face visible de nous-mêmes et la face invisible. Donc il y a les esprits de la nature, les oiseaux, les plantes, etc., etc. Mais il y a aussi tout ce que l'humain génère. Donc il peut y avoir des choses plus négatives aussi. Hein. On est producteur de beaucoup de choses.
Il peut y avoir des âmes qui n'ont pas tout à fait quitté ce plan-là du monde du milieu, par exemple. Il peut y avoir des âmes un peu coincées. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle, en tout cas selon la Fondation pour les études chamaniques, on peut trouver aussi ce qu'on appelle des esprits quasi compassionnés, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne le sont pas tout à fait. Ils vont aider en fait que leurs descendants, ou ils vont aider que leur communauté, par exemple. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, qui suis très européenne, blanche, etc., eh bien, nous, on nous dit que ça peut être risqué d'aller demander dans le monde du milieu à un guérisseur, par exemple, d'une communauté, je ne sais pas, qui serait d'Afrique, de nous aider, alors que lui, il a encore peut-être la mémoire de ce qu'est l'homme blanc. Après, ça, c'est un point de vue, tu vois. Et ça peut être dangereux pour nous parce que c'est pas nos ancêtres en fait. Enfin, ils appartiennent ils protègent une lignée, ils protègent une descendance. Et donc c'est pour ça que quand on dit toujours qu'on va aller travailler dans le monde du milieu, il faut être très outillé, il faut avoir ses alliés, il faut savoir ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi. De la même manière que quand on veut travailler avec la force des éléments, et ben les éléments sont considérés comme des esprits neutres, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils n'ont pas d'éthique, ils sont capables de destruction comme ils sont capables de faire de belles choses. Les tempêtes, les tornades, ça détruit, le feu ça détruit, le feu ça réchauffe aussi. Donc c'est quand on travaille avec tout ça dans le monde du milieu, il faut toujours faire très attention à ce qu'on fait. Voilà. Ça c'est pour la cartographie de la fondation. Donc ça c'est intéressant ce que tu dis. On voit bien qu'il pourrait avoir potentiellement un côté identitaire, communautaire, même à l'extérieur des autres mondes, des autres plans. Et on est loin de ce que peut-être le New Age voudrait nous enseigner depuis pas mal d'années, où tout est, entre guillemets, tout est lumière et tout est un monde itérique. Et, enfin, je passerai là-dessus, mais où qu'on serait lavé de tout. Et finalement, dans ses propos, à titre personnel, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Si les passages d'après, c'est un repos et un monde merveilleux de lumière, qu'est-ce qu'on doit en même temps en plus s'ennuyer et il n'y aurait pas de sens parce qu'il n'y aurait plus de mémoire des esprits qu'on a vécu ici. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait un switch, une remise à zéro, et quel serait le sens ça c'est pareil, chacun a sa vision des choses, ses réponses, ses propres réponses. Après c'est sûr qu'il y a, je trouve, autour de la figure du chaman, beaucoup de folklore et d'images très essentialisées, c'est-à-dire que on a un peu cette image de l'homme ou de la femme parfaite, avec très grande sagesse, vraiment incapable de faire du mal, alors que n'importe qui s'intéresse tant soit peu à ça, sait que en Amazonie, il peut y avoir, c'est moins le cas maintenant, mais longtemps, il y a eu des guerres entre communautés. Et les chamans participaient aussi à ces guerres entre communautés. Les Nord-Amérindiens, eh bien, ils n'étaient pas forcément tendres entre tribus. Ils se pourchassaient, etc. Et donc, du coup, je pense qu'on oublie beaucoup que le chaman est un être humain aussi, et avec ces zones, on va dire, lumineuses, d'ombre, des nuances de gris, comme chaque être humain. Et qu'après, tout dépend de ce qu'on va les nourrir. Mais dans l'invisible, c'est un peu pareil. Et quand on commence à s'intéresser au culte de possession, quand on commence à s'intéresser, je sais pas, le candomblé, par exemple, où on s'intéresse au Gnawa, par exemple, au Maroc, où on se laisse volontairement posséder, eh bien... quand on regarde un peu le parcours des maîtres de cérémonie, eh bien eux-mêmes, à un moment donné, ont été possédés et ils ont su faire alliance avec cet esprit possessif qui est capable de destruction
autant que capables de bien. Tu vois. Et c'est parce que justement, ils sont passés par tout un tas d'épreuves et qu'ils ont réussi à être en harmonie, entre guillemets, avec cet esprit possessif à l'intérieur qui est capable de bien comme du mal, qui sont à même d'accompagner d'autres personnes qui vivent ces phénomènes de possession. Donc après, ça, évidemment que ça fait réfléchir à plein de choses. Plein de Hein, choses. voilà. Oui, ils ont connu les deux faces en quelque sorte. Exactement, mais comme tout être humain a de tout en lui, hein, du bien, du Bien mal, sûr. du moyen, du très moyen, du mieux, enfin, Oui, c'est propre, on pourrait, si après on prend les choses d'un point de vue très terre à terre, nos propres démons intérieurs. bien sûr. Hein, c'est comment est-ce qu'on les gère et comment est-ce Qu'on les Voilà, canalise. et ben l'invisible, c'est pareil. Et comme pour moi, tout ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, parce que comme je t'ai expliqué, on n'est que des rayons de conscience d'une grande conscience, eh bien, je ne fais pas une grande différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est sûr que je vais avoir une lecture un peu particulière par rapport à d'autres personnes, par rapport à ça. Bon, c'est passionnant tout ça, Laetitia. J'ai encore plein de questions, mais je pense qu'on va Vas-y. tranquillement aussi à un moment donné s'arrêter parce que je vois Ouais. le, Ou le, tu fais en deux le... parties. Oui, parce qu'après je dois partir. Mais, euh, mais oui, c'est passionnant. Mais justement, est-ce qu'il y a une question que tu t'aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée ou... Je ne sais pas, peut-être par rapport aux pratiques de groupe, parce que c'est vrai que j'en ai pas Oui, parlé. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans les pratiques de groupe? c'est vrai. On sait que tu fais des ateliers, justement, tu donnes C'est ça, des cours. Mais quel est le but de ces ateliers? et ben, l'idée justement, c'est de revenir un peu plus à l'essence, on va dire, des chamanismes, c'est-à-dire une pratique communautaire. Parce que nous, on a beaucoup adapté, on va dire, à notre façon, cabinet, psychothérapie, etc., etc. Alors que finalement, c'est la force du groupe et la force, voilà, de la cérémonie, du rituel, de tout ce qu'on va mettre dans l'espace sacré qui va, qui relève plus, on va dire, de la dimension chamanique. Et donc l'idée, moi, il y a quand même ce truc un peu thérapeutique d'accompagner chaque personne à aller contacter ses propres alliés et à faire son petit bonhomme de chemin. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de une conscience écologique, du fait voilà, que la planète, ça va pas super, et comme une manière de contribuer peut-être à travers la reconnexion à quelque chose de plus grand que soi, au vivant, et bien, voilà, d'un point de vue spirituel, à aider peut-être à ce que les choses changent un petit peu. Et après, c'est vrai que j'ai pas, voilà, tout ce qui est hypnose chamanique, pour moi, c'est du blabla, c'est pas chamanique du tout, donc c'est pas quelque chose que je pratique. Voilà, je trouve que je suis pas en accord avec ça. Il y aurait beaucoup aussi à dire sur ce point parce qu'il y a un côté quand même marketing aussi, ne serait-ce que dans le chamanisme, on va dire enfin, classique européen, et dans l'hypnose, c'est vrai que oui, moi je vois des fois des hypnothérapeutes qui mettent, qui sont par l'appellation hypnose chamanique, ou ça m'a toujours un peu interpellé, et Ouais, qui, ou totem machin, ouais, c'est, voilà, pour moi, enfin, voilà, pour moi, c'est un peu problématique, mais c'est peut-être, je sais pas, peut-être parce que j'ai beaucoup de respect par rapport à ces traditions, j'ai beaucoup de respect par rapport à ces savoirs, à ces bah, croyances, voilà, que je me dis qu'un hypnothérapeute, s'il joue le rôle de l'intercesseur, si lui-même n'a jamais fait d'exploration chamanique, qu'il ne croit même pas au fait qu'il existe des choses dans l'invisible et que pour lui, tout est des parts de la personne qui s'exprime, bah non, oui, hein, bien sûr. c'est juste on va poser un mot chamanique, mais il n'y a rien de Mm. chamanique là-dedans. Et voilà, donc moi, je ne suis pas du tout alignée avec ça. Donc ça, c'est pas Et, quelque chose que je pratique. bah, et puis où ça peut devenir problématique aussi, c'est toujours pareil, c'est pour le grand public. C'est enfin pour le public, je veux dire, c'est pour quel c'est un flou, c'est encore un flou. Euh, ça peut perdre un peu perturber et perdre les personnes un peu qui sont en quête de guérison ou de recherche, et du coup bah, parfois ils se retrouvent à sonner à la mauvaise porte, dans les Ou en deux tout cas, sens, hein. Dans les deux moi, sens aussi bien je dis l'hypnose que... toujours.
tu vois que dans toute expérience, il y a toujours un Oui. apprentissage aussi. Donc, que même quand on va voir la personne qui a priori ne correspond pas, elle Bien a sûr. forcément remué des choses en soi. Mm. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre aussi de soi par rapport à ça, par rapport à ces expériences-là. Voilà, j'imagine que les hypnos qui travaillent de cette manière, bah, ça fait du bien aussi à leurs clients. Mm. Donc, Ça peut amener ce côté-là. donc c'est plus moi par rapport à ça qui ne me convient pas. Et quand quelqu'un vient vraiment pour de l'accompagnement individuel, c'est chamanique, point barre, quoi. Enfin, Mm. c'est pas, il n'y a pas une induction hypnotique, il n'y a pas tout ça. Il y a le Oui. tambour, j'accompagne la personne. Moi-même, je suis en transe Mm. légère et l'autre personne, eh bien, rentre aussi dans un état de transe. Et c'est assez surprenant d'ailleurs, comme certaines personnes ont des ouvertures une fois très, très, très facile, hein, voilà, qui peuvent se mettre à parler en proto-langage très facilement, qui m'expliquent leur voyage, en fait, tout simplement. Moi, je les accompagne, ils me disent où elles sont, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire et tout. Et moi, je suis vraiment une accompagnatrice, mais moi-même, je me mets en état de transe, en fait. Donc, c'est un voyage à deux, parce que tout à l'heure, tu posais la question. Et voilà, donc c'est comme ça que moi, de mon côté, je fonctionne, mais après, chacun sa méthode, quoi. Bon. En tout cas, c'est passionnant. Comme tu dis, on aura peut-être l'occasion de faire une partie 2. Tu penses bien que j'ai plein de questions qui et Ah, c'est vaste, hein. en même temps c'est vaste et c'est ça qui est Ouais. passionnant. Quelle est la suite pour toi? Eh bien, continuer mes études. Oui. Donc en anthropologie. Voilà, en anthropologie, ethnologie, continuer de proposer des ateliers voilà, autour des pratiques chamaniques, autour de la danse aussi, parce que le mouvement est très important chez moi et j'aime beaucoup la musique, tout ça. Donc, c'est un petit peu d'anthropologie que je mets aussi dans les ateliers. On va dire que les deux se nourrissent. Et puis bah, les accompagnements voilà, avec les personnes qui font appel à moi. Voilà pour Est-ce que tu penses que l'anthropologie va t'emmener sur le terrain? Pas sur le un terrain, à l'étranger? À un moment donné, j'espère, ouais. Là, pour l'instant, mon terrain est en Espagne, mais par la suite, peut-être encore ailleurs. Ouais, ouais. C'est une Et, volonté, en tout cas, à titre personnel, parce que j'ai pas forcément envie de me spécialiser dans tout ce qui est religieux. C'est pas le cas. En fait, moi, c'est plutôt les patrimoines culturels immatériels, les savoirs, les savoir-faire, les choses comme ça. Euh, ouais, voilà, moi, ce qui m'appelle à titre individuel et pas forcément dans le cadre de mes études, c'est d'aller maintenant à la rencontre de guérisseurs issus de d'autres traditions. oui, Voilà. c'est dans ce sens-là, je voulais dire surtout pour toi. Ouais. Surtout pour moi, en fait, hein, voilà. Sans forcément s'expatrier ou autre, surtout en voyage, en découverte. C'est ça, hein, d'être en contact, d'apprendre, voilà, en toute humilité, hein, parce que voilà, on est, euh, Mais on ça, est, un long on est très chemin. petit, hein, ouais, ouais, par rapport au savoir que d'autres personnes peuvent avoir, hein. Mm. Pour ceux que ça intéresse, donc tu donnes des ateliers régulièrement plutôt à Paris pour Plutôt à l'instant. Paris, après de temps en temps, quand on m'invite Tu es ouverte. en France, j'y vais, hein, voilà, quand il y a de Ça la c'est bon demande. à savoir aussi s'il y a une organisation derrière. Voilà. Toujours avec plaisir, déjà au moins pour la Puis découverte les- des trois mondes, ouais, et la découverte de tout ça. Et puis après, pour les personnes qui veulent aller encore plus en avant, bah, voilà, il peut y avoir des ateliers ou la fondation. Voilà, si quelqu'un se sent appelé, bah, la fondation propose des choses oui, c'est intéressantes, intéressant. la FSS. Voilà. Bon, je remettrai tes coordonnées de toute façon. Et pour ceux qui vont se poser la question, que ce soit chez les thérapeutes, peut-être chez les personnes particulières, enfin le grand public, s'ils ont envie de faire appel à toi, dans quel but qu'ils peuvent venir, enfin, par rapport sur le plan chamanique, quel est... Et ben peut-être que, je sais pas, hein, en instant T, ils sont un petit peu perdus sur leur cheminement, ils ont besoin d'avoir des réponses, des clés d'information. Parfois, ça peut être, alors on pourrait dire, ah, c'est un peu bizarre, mais par exemple, quelqu'un qui a une douleur qui revient en permanence, et évidemment qu'elle a fait toutes les explorations nécessaires, parce que ça, c'est très important pour moi, qu'elle ait vu un médecin, qu'elle ait passé des examens, des analyses de sang, etc., etc. Et on ne trouve pas ce que c'est. Eh bien, ça, par exemple, c'est une des choses où moi, je peux aller chercher. Voilà. Et puis après, eh bien, c'est tout ce qui est bah, dans les ateliers de groupe, le vécu de groupe, vraiment que je conseille. C'est la force du groupe, c'est hyper important. Et après, bah, ça peut être des initiations en individuel, mais moi, je conseille vraiment le groupe.
de venir. Oui. Alors là, toi, ouais, tu parles vraiment pour l'initiation, mais quelqu'un, admettons, qui est, je sais pas, qui va être un deuil, en burn-out, est-ce que tu vas travailler en chamanisme ou plutôt là, tu vas mettre ta casquette de... Alors, il faut vraiment que la demande elle soit clairement Ah, soit terme. explicitée. Hmm. Hein, si la personne elle vient, elle me dit je fais un burn-out, c'est bah, un accompagnement il va être classique, hein, ça va être Donc tu beaucoup de vas, sophrologie, voilà, sophrologie, voilà, c'est ça, hypnose, beaucoup de sophrologie, thérapeutique. Hmm. voilà, de la PNL, de l'hypnose, enfin voilà tous les outils que je peux avoir dans ma besace. S'il vient, il me dit moi en fait je veux une approche chamanique, et ben là ça sera complètement différent. En fait, il faut vraiment que la demande soit clairement formulée, c'est important. Ok. Bon. Un mot de la fin? Bah, je crois on a dit pas mal de choses, hein. Ouais. J'ai rien qui me vient là à l'esprit, à part Non. voilà, hein, c'est toujours garder l'esprit curieux, c'est ça qui est important, je trouve. L'esprit ouvert, l'esprit curieux. On peut être très rationnel et à la fois être curieux et d'explorer cette curiosité, et voilà, et aller sans trop d'attente et explorer. On pourrait traduire ça, la vue est peut-être plus belle là-haut, mais il faut rester les pieds sur terre. C'est Pas un peu mal. ça, c'est un Ouais. équilibre entre les deux, quoi. Ouais. Ouais, je crois qu'on dit souvent qu'en plus, enfin, entre guillemets, les plus grands chamans, il n'y a pas plus terre à terre qu'eux. Ah bah oui, hein, ils ont C'est- la main dans la terre, hein. C'est les premiers apprentissages, c'est d'aller mettre les mains dans le sol et de se salir les mains. Et voilà. Et les chamans ne sont pas les personnes les plus douces qui existent, contrairement à ce qu'on pourrait Ce qu'on pourrait imaginer. penser. Voilà, hein, Bon. Bah, on va finir là-dessus, Laetitia. ouais, Merci, hein. Merci à toi, puis bah, à une prochaine. avec plaisir. Je vais Merci couper. beaucoup.